Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce lundi 10 décembre. Bienvenue dans Euronews Soir, voici les titres de ce journal. La réponse d'Emmanuel Macron aux Gilets jaunes. Le président français s'est exprimé dans une allocution télévisée très attendue après une journée intense de consultation. Il a annoncé des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat. Le spectre d'un Brexit sans accord ressurgit au Royaume-Uni. Theresa May a annoncé le report du vote du Parlement britannique prévu demain. La Première ministre espère renégocier avec l'Union européenne, mais ce report inattendu a fait plonger la livre sterling. Renforcer la coopération internationale sur les migrations, c'est l'objectif d'un pacte des Nations Unies approuvé aujourd'hui à Marrakech par 150 pays. Une dizaine de nations, dont la Croatie, n'ont pas signé ce texte, très critiqué par les partis nationalistes et anti-migrants. Et puis la joie des supporters de River Plate. Le club argentin a remporté la Copa Libertadores face à son grand rival Boca Juniors. La rencontre se disputait exceptionnellement à Madrid en raison des violences du match aller. Tous les buts à la fin de ce journal. Bonsoir, bienvenue. Rarement un discours présidentiel n'avait été autant attendu par les Français. Emmanuel Macron s'est exprimé à la télévision pour répondre à la crise des Gilets jaunes qui secoue le pays depuis 3 semaines. Les manifestants attendaient des mesures pour soutenir leur pouvoir d'achat. Le président français a notamment annoncé une hausse du salaire minimum. En revanche, il ne reviendra pas sur la réforme de l'impôt sur la fortune. C'était une journée dédiée à la sortie de crise des Gilets jaunes ce lundi à l'Elysée. Elle a commencé par une réunion entre Emmanuel Macron et les représentants des corps intermédiaires, parmi lesquels les patrons des principaux syndicats et du patronat, ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et des associations de collectivités locales. En début de soirée, le président de la République s'est adressé aux Français, annonçant plusieurs nouveaux gestes. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Emmanuel Macron a aussi affiché sa fermeté après plusieurs épisodes de violence, notamment à Paris, et critiqué les tentatives de récupération politique qui les ont accompagnées. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Nous avons tous vu le jeu des opportunistes qui ont essayé de profiter des colères sincères pour les dévoyer. Nous avons tous vu les irresponsables politiques dont le seul projet était de bousculer la République, cherchant le désordre et l'anarchie. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. Emmanuel Macron s'est adressé à la nation au surlendemain du 4e épisode de la fronde des Gilets jaunes pour tenter d'éviter un acte 5 de la contestation, alors que des appels à manifester sont déjà lancés sur les réseaux sociaux pour le 15 décembre. L'information a fait plonger la livre sterling. Theresa May a annoncé vouloir reporter le vote du Parlement britannique prévu demain sur l'accord de Brexit conclu avec l'Union européenne. De plus en plus isolée, la Première ministre va retourner à Bruxelles dans l'espoir de renégocier. La question de la frontière irlandaise pourrait tout faire échouer. Christophe Garache. À Londres, la Première ministre s'est finalement résolue à demander au Parlement le report du vote sur le Brexit. Craignant un rejet catégorique des députés, Theresa May joue la montre. La Première ministre britannique espère obtenir de nouvelles garanties des Européens concernant l'avenir de la frontière entre les deux Irlandes. L'accord honore les résultats du référendum. Il protège les emplois, la sécurité et notre union, mais il représente aussi le meilleur accord négociable avec l'UE. J'y crois, comme beaucoup de députés de cette Assemblée, et je crois toujours qu'il existe une majorité au sein de cette Assemblée pour cet accord si je parviens à obtenir des assurances supplémentaires sur la question du filet de sécurité. Et c'est ce sur quoi je me concentrerai dans les jours à venir. Il n'y aura pas de Brexit pérenne sans un compromis des deux côtés du débat. Mais le report du vote ne change rien pour le chef de l'opposition qui réclame le départ de Theresa May.
C'est un mauvais accord pour notre peuple, un mauvais accord pour notre économie et un mauvais accord pour notre démocratie. Notre pays mérite mieux que cela. Si la Première ministre ne peut affirmer clairement qu'elle peut renégocier cet accord et qu'elle le fera, alors elle doit céder sa place. Theresa May doit se rendre en fin de semaine à Bruxelles pour rencontrer les leaders européens. Elle veut obtenir la garantie que certaines clauses de l'accord négocié avec l'UE resteront bien temporaires, notamment concernant les relations entre l'Irlande du Nord et le reste de l'Europe. Mais il n'est pas sûr que ces garanties puissent changer la donne au Parlement britannique. Une nouvelle période d'incertitude qui a fait déjà plonger la livre à la Bourse de Londres. Alors que l'Europe et d'autres régions du monde font face à une crise migratoire sans précédent depuis des décennies, un pacte mondial sur les migrations a été approuvé à Marrakech par quelques 150 pays. Très critiqué par les partis nationalistes et anti-migrants, ce pacte des Nations Unies vise à renforcer la coopération internationale pour, je cite, une migration sûre, ordonnée et régulière. Les détails avec Maxime Bios-Duplan. Un nouveau cadre juridique pour les migrants dans le monde et en Europe. C'est ce que propose l'ONU avec le pacte sur les migrations qui a été adopté ce lundi matin lors d'une conférence à Marrakech. 150 pays ont ratifié ce texte qui a suscité de nombreuses critiques de la part des droites et des extrêmes droites européennes. Mais non contraignant, le pacte ne fait que recenser des principes fondamentaux de droit et formuler des propositions pour une meilleure gestion des flux migratoires. Que leur mouvement soit volontaire ou forcé, et qu'ils aient ou non pu obtenir une autorisation formelle de mouvement, tous les êtres humains doivent voir leurs droits fondamentaux et leur dignité respectés. Le nier et stigmatiser tout groupe de personnes mènera à la déshumanisation et à l'horreur. Nous ne devons pas succomber à la peur ou aux fausses histoires. Et de fait, il a été beaucoup reproché aux partis de droite et d'extrême droite d'avoir répandu des fausses informations sur ce pacte. En France notamment avec le Rassemblement national et le parti LR et jusque chez les porte-paroles des Gilets jaunes. 10 États membres n'ont en tout cas pas signé le pacte de l'ONU. Pourtant certains d'entre eux l'avaient approuvé en juillet dernier. Le texte n'impose aucune nouvelle règle aux États signataires mais rappelle les principes de défense des droits de l'homme, des droits des enfants, mais aussi de la souveraineté nationale. Dans l'actualité également, le prix Nobel de la paix a été remis aujourd'hui aux deux lauréats, la militante yazidi Nadia Mourad, qui a subi les tortures de Daesh, et le médecin congolais Denis Mukwege, qui a soigné de nombreuses femmes victimes de sévices sexuels. Les deux lauréats ont réclamé la fin de l'impunité. Le récit de Vincent Ménard. C'est dans le cadre fastueux de l'hôtel de ville d'Oslo que la yazidi Nadia Mourad et le Congolais Denis Mukwege ont reçu ce lundi leur prix Nobel de la paix. Les deux lauréats ont demandé à la communauté internationale de prendre ses responsabilités en renonçant à l'indifférence et en protégeant les victimes de violences sexuelles. Merci beaucoup pour cet honneur. Mais il n'en reste pas moins que le seul prix au monde qui puisse restaurer notre dignité est la justice et la poursuite des criminels. Aucun prix ne peut compenser le fait que notre peuple et nos proches aient été tués uniquement parce qu'ils étaient des yézidis. Jeune irakienne âgée de 25 ans, Nadia Mourad a été enlevée, violée et torturée par les djihadistes après l'offensive de Daesh contre la communauté kurdophone du nord du pays en 2014. Depuis qu'elle s'est évadée, elle se bat pour que les persécutions contre sa minorité soient reconnues comme un génocide. Le comité Nobel a aussi honoré cette année Denis Mukwege, un gynécologue de 63 ans surnommé « l'homme qui répare les femmes ». Depuis 2 décennies, il soigne les victimes de violences sexuelles dans son hôpital de Panzi, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États doivent cesser de les accueillir avec les tapis rouges. Et plutôt, les États doivent tracer une ligne rouge contre l'utilisation de viols comme armes de guerre. Poser un acte juste n'est pas difficile, c'est une question de volonté politique. Comme le veut la tradition, les deux lauréats du Nobel de la paix ont reçu une médaille d'or, un diplôme et un chèque de 9 millions de couronnes suédoises, soit 871 000 €.
Au Japon, les suites de l'affaire Carlos Ghosn, le PDG de l'alliance automobile Renault-Nissan, a été officiellement inculpé pour dissimulation de revenus. Il est toujours en prison. Le constructeur Nissan est également poursuivi. Sandrine Delorme. 3 semaines après son arrestation surprise à Tokyo, au Japon, le tout-puissant patron de l'alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, a été inculpé pour dissimulation de revenus sur 5 ans. Selon l'agence de presse Kyodo et la chaîne publique NHK, le bureau des procureurs a décidé de le mettre en examen pour avoir omis de déclarer aux autorités boursières environ 5 milliards de yens, soit 38 millions d'euros, de 2010 à 2015. Son bras droit, Greg Kelly, arrêté en même temps que lui, a aussi été inculpé. Nissan est également poursuivi en tant qu'entité morale. Et les procureurs ont prolongé la garde à vue de Carlos Ghosn car ils le soupçonnent aussi d'avoir minoré ses revenus, cette fois-ci entre 2015 et 2018, pour un montant de 4 milliards de yens. Garde à vue qui peut donc encore durer 22 jours. En Allemagne, on connaît depuis vendredi le nom du successeur d'Angela Merkel à la tête de la CDU. Annegret Kramp-Karrenbauer prend les rênes du parti conservateur allemand, tournant ainsi la page de 18 années de règne d'Angela Merkel. Mais sur le fond, les deux femmes défendent une vision très proche. Grégoire Laurie. C'est une passation de pouvoir suivie de près par l'ensemble de l'Union européenne. Annegret Kramp-Karrenbauer a succédé à Angela Merkel à la tête du Parti chrétien-démocrate allemand, la CDU. Mais derrière ce changement de personnalité se cache une continuité politique. Les deux femmes partagent la même ligne sur les questions migratoires, économiques et européennes, une stabilité qui tranche dans le paysage européen actuel. Nous sommes dans une Europe terriblement troublée, dans laquelle Paris brûle. Londres voit le risque, selon les observateurs, d'un suicide du Parti conservateur à l'occasion du Brexit. Et Rome, selon les observateurs, est gouvernée par des irresponsables et des incompétents. Dans ce contexte, l'Allemagne donne le signe d'une stabilité politique, d'une continuité, d'un leadership. L'élection d'Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée AKK Outre-Rhin, n'a cependant pas provoqué d'euphorie électorale. La nomination d'une proche de la chancelière allemande est surtout considérée comme une sorte de garantie politique pour l'Union européenne. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe, car on est certain que ces deux femmes vont travailler main dans la main. Il est clair qu'Annegret Kramp-Karrenbauer va devoir se plonger d'abord dans les affaires du parti et dans la politique nationale, mais tout cela est très lié aux élections européennes de l'année prochaine. Je pense que nous la verrons davantage sur la scène européenne dans les mois à venir. Annegret Kramp-Karrenbauer apparaît donc comme un nouveau visage pour l'Allemagne et pour l'Union européenne. Un appel collectif pour transformer les institutions de l'Union européenne, de nouvelles sanctions liées à la crise ukrainienne ou encore un tueur en série russe. Tout de suite, c'est l'actualité en bref. L'économiste français Thomas Piketty, une centaine d'intellectuels, de chercheurs et de responsables politiques appellent à une transformation profonde des institutions de l'Union. Ce collectif de personnalités issus de 16 pays propose entre autres la création d'une Assemblée européenne souveraine qui serait dotée d'un budget représentant 4% du produit intérieur brut. L'Union européenne ajoute 9 personnes à sa liste de sanctions concernant les violences en Ukraine. Ces personnalités sont concernées par des mesures restrictives pour leur implication dans des élections tenues le mois dernier dans l'est du pays. Les 28 n'ont pas pris en revanche de sanctions supplémentaires contre la Russie après les tensions en mer d'Azov. Un ancien policier russe a été reconnu coupable de 78 meurtres et condamné à la prison à vie. C'est le pire tueur en série de l'histoire récente en Russie. Surnommé le maniaque d'Angarsk, il tuait des femmes la nuit, à la hache ou au couteau. Mikhail Povkov se décrit lui-même comme un nettoyeur qui purgeait la ville de ses prostituées. Allez, on passe au sport avec du football. Les Argentins ont vibré hier soir pour la finale de la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Le match opposait les deux clubs rivaux de Buenos Aires, River Plate et Boca Juniors. Exceptionnellement, le match retour avait été délocalisé à Madrid, en Espagne, en raison des violences à Buenos Aires. Alors, qui est sorti vainqueur du derby le plus chaud au monde? La réponse avec Vincent Ménard.
Les joueurs de River Plate soulèvent pour la 4e fois de leur histoire la Copa Libertadores, l'équivalent en Amérique du Sud de la Ligue des Champions. Ils viennent à bout de leurs ennemis jurés de Boca Juniors 3-1 après prolongation, à l'issue d'une finale retour délocalisée à Madrid, suite aux violences qui ont empêché la tenue du match dans la capitale argentine. À l'aller, les deux grands clubs de Buenos Aires s'étaient quittés sur un score de parité 1-1. Après l'ouverture du score de Boca signé Dario Benedetto, Lucas Prato remet les deux équipes à égalité à la 68e minute. 1-1 à la fin du temps réglementaire, avant l'expulsion de William Barrios dès le début de la prolongation pour une vilaine semelle. À 11 contre 10, River prend l'avantage sur cette frappe limpide à l'entrée de la surface de l'ancien Rennais Juan Fernando Quintero. Pity Martinez met fin au suspense en marquant dans le but vide sur une contre-attaque à la dernière seconde. Grâce à ce succès, River Plate va participer au Mondial des clubs qui débute cette semaine aux Émirats Arabes Unis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Bonne soirée et à bientôt.